Bonjour à toutes et à tous, les auditeuristes de Dans la Poire, c'est Charles Brumeau, diététicien spécialiste du comportement alimentaire. Notre comportement alimentaire ne tombe pas du ciel, il est façonné par bien plus que notre volonté. Notre manière de manger est profondément sociale et politique, elle est influencée par notre environnement, nos émotions, notre histoire, notre fatigue, les déterminants sociaux et parfois nos blessures. Dans la Poire, c'est cet espace pour parler d'alimentation autrement et sans jugement. Je vous propose une vision plus réaliste de nos besoins de mangeurs, mangeuses. Ici, on parle des compulsions, des envies de sucré, de charge mentale et de cette difficulté, parfois, à savoir quoi manger dans un monde saturé d'informations contradictoires. Mon objectif, vous aider à mieux comprendre ce qui se joue dans votre rapport à l'alimentation pour retrouver plus de liberté, plus de confiance et peut-être un peu plus de paix. Belle écoute! Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ça fait un peu plus d'un mois que je n'avais pas publié d'épisode de podcast, à moi que j'écoute le ressenti du corps et cette fois j'en ai tiré des conclusions, à savoir que je faisais trop de choses, toujours, tout le temps, 100% seul et qu'il fallait adapter la voilure tout simplement. J'ai été assez investi sur Instagram et sur la newsletter, mais voilà, j'ai pris le temps et je me suis écouté pour ne pas produire d'épisodes supplémentaires. J'ai mis en pratique ce temps de repos, ce temps de recul, de tranquillité dont je vous parle assez souvent. Je crois que j'avais besoin de le faire moi-même, de l'observer moi-même plutôt que de continuer à vous dire, vous inciter, vous proposer de le faire vous-même et moi de continuer dans une course à la surproduction. Donc voilà, j'ai fait ma petite pause. Vous savez peut-être que mes lectures influencent parfois les directions que je prends ici sur le podcast, et ça l'a été cette fois-ci également, en refusant le surproductivisme, le faire, et donc peut-être en faisant le deuil du million d'écoutes avant le 12 mai, date d'anniversaire des 6 ans de Dans la Poire, puisque souvenez-vous, c'est au lendemain du déconfinement, le 11 mai 2020, que j'ai lancé Dans la Poire. Ça commence à faire, ça commence à dater. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez vous abonner à la newsletter pour bénéficier d'un contenu de qualité un vendredi sur deux. Et je crois qu'au final, je ne suis pas tout à fait sûr de retenir que ouais, c'était super important de faire ce million d'écoutes et c'était super important de le faire avant telle date. Déjà parce que j'ai déjà mis 2 fois plus de temps que prévu à l'obtenir, et puis ensuite parce que parce que cette histoire de chiffres, ça ressemble pas mal à ce qu'on appelle les vanity metrics, hein, les chiffres un peu qui incitent à la vanité, la course aux chiffres. Et c'est précisément ce qui, moi, m'a fait faire fausse route, à me mettre une pression qui partait de moi et qui m'a mis dans le gaz. Donc non. Non, il faut apprendre de tout ça et refuser cette course. Je pense que de toute façon, à la fin de notre vie, toutes ces tonnes de pression, on les regrettera. Donc autant décharger en amont la barque de ces quelques tonnes de pression. Je pense que j'ai bien fait. Et coucou, le million d'écoutes, ça arrivera quand ça arrivera et au juste moment pour moi. Alors aujourd'hui, pour le retour de Dans la Poire, j'aimerais vous parler d'un sujet qui traverse peut-être pas 100% des consultations, mais presque. Parfois de façon très discrète, parfois de façon très douloureuse, c'est la comparaison. À l'approche des Jeux Olympiques à Paris en 2024, j'avais griffonné quelques axes de réflexion sur cette question, et puis le temps a passé, et puis là, j'étais retombé sur mes écrits de l'époque, j'ai repris et puis j'ai déroulé la pelote de laine. Donc dans cet épisode, on va voir d'abord d'où vient la comparaison, pourquoi elle s'installe, pourquoi notre cerveau compare autant, pourquoi il regarde autour de lui si nous sommes assez, entre guillemets, pourquoi la comparaison est souvent injuste dès le départ, et puis bien sûr on verra comment la comparaison vole concrètement notre joie, et puis on dressera des pistes d'action pour bien apprendre à faire avec ces pensées de comparaison et à les mettre à une plus juste place. Et puis à la fin, je vous donnerai un petit mot d'un petit outil que j'ai modélisé moi-même et que vous pouvez retrouver dans la dernière édition de ma newsletter. Je vous ai mis le lien en description de cet épisode. Alors d'abord, d'où vient cette comparaison ?
J'avais lu un papier, je ne sais plus si c'était sur Substack ou sur un site internet. Comparison is the thief of joy, c'est-à-dire la comparaison est la voleuse de joie et voleuse de joie. C'est une expression qui est souvent attribuée à Theodore Roosevelt, même si son origine exacte est discutée. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas forcément de savoir qui l'a dite en premier, c'est plutôt de comprendre pourquoi elle résonne autant. Pourquoi une simple comparaison peut, en quelques secondes, nous faire passer de «Ouah, ça va, ça passe crème» à «Je ne suis pas assez». Et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça sans se rajouter une couche de culpabilité? Donc le but ultime de cet épisode, ce sera pas de vous dire arrêtez de vous comparer, c'est pas bien. Déjà parce que ça marche pas, c'est pas réaliste. Ensuite parce que se comparer n'est pas un défaut personnel, c'est un processus qui est plutôt naturel. Donc vraiment déjà premier insight à avoir en tête, si vous vous comparez, vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas superficiel, vous n'êtes pas obsédé pour rien, vous n'êtes pas une personne jalouse, mauvaise ou incapable de se réjouir pour les autres ou de reconnaître les qualités des autres. Vous êtes un être humain. Et les êtres humains se comparent. Notre cerveau est un cerveau social, c'est-à-dire qu'il n'a pas évolué tout seul dans une grotte avec un tableau Excel de ses besoins nutris, ses apports en film, son niveau d'activité, ses fameux 10 000 pas par jour et son score de confiance corporelle, il a évolué en groupe. Et ça s'est produit pendant très longtemps. Auparavant, le groupe, c'était la sécurité, l'accès à la nourriture, la protection, l'appartenance. Et donc, être accepté, être reconnu, ne pas être rejeté, ce n'est pas juste des besoins émotionnels, c'était aussi des enjeux de survie. Donc notre cerveau, il a appris à scanner, à regarder autour, à observer, à évaluer, donc à chercher des indices. Tiens, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis accepté? Est-ce que je risque ou pas d'être rejeté? Est-ce que j'ai de la valeur dans le regard des autres? Si on accélère ultra vite le fil du temps, dans notre monde moderne, ces questions anciennes se posent à travers des objets plus contemporains. Quand on voit une photo, une vidéo sur les réseaux sociaux, what I eat in a day, une transformation physique avant-après, la balance connectée qui dit t'as perdu ou t'as gagné tant de masse maigre ou de masse grasse, un repas tout bête entre collègues, un commentaire sur le poids non sollicité, une personne qui dit ça va, je vais pas prendre de dessert, tiens, est-ce qu'elle est plus raisonnable que moi? Ou ces personnes dans votre entourage qui disent moi, le sucre, j'ai complètement arrêté et depuis, blablabla. Ou depuis que je fais plus attention à ça, ou depuis que j'ai supprimé le pain, je me sens tellement mieux, etc. Donc, sans qu'on s'en rende compte, le cerveau peut traduire ça en une menace qui est peut-être plus intime. Tiens, qu'est-ce qui fait que je n'y arrive pas comme elle? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas comme cette personne? Pourquoi mon corps ne répond pas comme le sien? Pourquoi j'ai encore envie de manger alors que les autres semblent se réguler? Et comment font tous ces gens qui ne pensent pas à la nourriture et pour lesquels la nourriture n'est pas un problème? Pourquoi moi j'ai pas plus de contrôle? Et peut-être à ce moment-là, la comparaison peut basculer et devenir une sorte d'alarme. On va décortiquer un petit peu ces mécanismes. En psychologie sociale, Léon Festinger, qui est un psychologue américain et qui a théorisé dans les années 50 ce qu'on appelle la comparaison sociale, c'est-à-dire l'idée que nous utilisons souvent les autres comme point de repère pour nous situer, surtout quand nous n'avons pas de critères objectifs pour nous évaluer. Au passage, Léon Festinger, c'est aussi à lui qu'on doit le concept de dissonance cognitive. Vous savez, dissonance cognitive, c'est quand par exemple on a une tranche de viande dans son assiette et qu'on ne fait pas le lien entre la tranche de viande et l'animal décédé qui a servi à faire cette tranche de viande. Désolé pour le, le petit exemple, c'est le seul qui me vient en tête. Si je me limite au comportement alimentaire, la comparaison peut prendre une place assez importante parce que l'alimentation, c'est visible, on le fait 3 fois par jour. Le corps, il est visible quasi tout le temps. Les choix alimentaires sont commentés, que vous le vouliez ou non. Le poids est socialement chargé. La minceur est encore trop souvent associée à la volonté, la réussite, le contrôle de soi, bien sûr. Et beaucoup de personnes n'évaluent plus seulement ce qu'elles mangent en fonction de leur faim, de leur satiété, de leur rassasiement, de leur plaisir, de leur santé ou de leurs besoins réels, mais en fonction de pensées de comparaison. Ça peut vraiment être, tiens, je sais pas, j'ai l'impression que je mange beaucoup pour une femme, c'est bizarre. J'ai un coup de fourchette au moins aussi solide que mon mec. Et donc, sous-entendu,
par rapport à tout ce qu'on me dit sur cette histoire de coup de fourchette, peut-être que coup de fourchette qui serait masculin et ou féminin, et donc j'interprète ça comme un truc chelou. Pareil au restaurant, je vais regarder l'assiette des autres pour voir si leur plat est mieux présenté que le mien, s'il donne plus envie, et donc est-ce que moi j'ai vraiment fait le bon choix? Là aussi, je vais avoir des pensées de comparaison. Est-ce que je devrais prendre ce qu'il a pris lui ou elle? Est-ce que mon corps prouve que je ne fais pas assez d'efforts? Là aussi, on peut avoir des pensées de comparaison matrixées à la sauce des réseaux sociaux. Donc le corps est un outil au service du contrôle et de la disciplinarité. Et encore, j'ai envie de vous dire, si ça s'arrêtait juste aux pensées désagréables ou inconfortables, ça serait relou. Mais le souci, en tout cas ce que j'observe en consultation, c'est que les processus de comparaison peuvent déclencher une chaîne comportementale. Une personne se compare, ressent de la honte et décide de compenser. Une autre se compare, se sent en retard dans ce qu'elle estime être de ce qu'il faudrait faire ou de sa maturité, se met à contrôler davantage. Une autre se compare à quelqu'un qui mange très peu et perd confiance dans ses propres signaux de faim. Une autre se compare à un corps plus mince et conclut que son propre corps est un problème à corriger, à résoudre. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il peut y avoir en tout cas? Une douleur liée au besoin d'être accepté, au besoin de se sentir valable, validé même, au besoin d'appartenance, au besoin de ne pas être jugé, au besoin de sentir que l'on fait assez bien, entre guillemets. Et pour ça, l'alimentation est un terrain parfait pour la comparaison, puisque c'est pas seulement biologique, ça répond aussi à plein d'autres variantes, comme des besoins en énergie, en nutriments, en plaisir, satiété, en récupération, besoin d'entretenir sa santé, mais aussi un acte social, un acte culturel, un acte émotionnel, un acte parfois identitaire. Et donc on mange aussi avec une histoire, une éducation, des croyances, des règles apprises, des souvenirs, des peurs, des remarques qu'on nous a faites. Tiens, ça c'est... Qu'est-ce qu'elle disait, ma patiente? C'était, ah oui, tiens, ça c'est bon pour ce que tu as, ça c'est bon pour ce que tu n'as pas. Avec les régimes, ou plutôt dizaines de régimes qu'on a essayés et peut-être qu'on a vu faire chez nos parents, voire chez nos grands-parents, avec des compliments reçus quand on avait maigri. Ah, ça te va bien, t'as pas perdu un peu de poids. Avec des critiques reçues aussi quand on a pris du poids. Et puis peut-être, voilà, selon notre parcours, des phrases qui restent plus ou moins. Tiens, t'es sûr que tu vas reprendre du pain? Ah, tu fais du pain et des féculents, toi? Ah ouais, d'accord, ok. Ah, t'as bon appétit, toi, hein? Non, mais là, t'es bien, là, franchement, ah, t'as bien maigri, là, t'es très bien comme ça, là. Attention, là, c'est quoi l'expression déjà? Oui, c'est 5 secondes dans la bouche et 5 ans sur les hanches, ou quelque chose comme ça. Tu devrais faire un peu attention, non, quand même. T'arrives pas à être raisonnable, toi, avec la nourriture, hein, tiens. Ah bah moi, je pourrais jamais manger ce que tu manges, hein, ça c'est sûr. Ah bah tu te fais plaisir aujourd'hui. Bon bah voilà, je pense que on pourrait faire un podcast de 20 minutes juste en alignant les punchlines, tellement il y en a énormément. Le pire, c'est que à force, et plus tard, même quand personne ne dit rien, eh bien, on peut encore entendre le commentaire à l'intérieur de soi. Regarder son assiette et ne plus seulement y percevoir de la nourriture, mais y voir peut-être une amorce de preuve, une preuve de contrôle ou d'un manque de contrôle, une preuve de volonté ou de faiblesse, je mets plein de guillemets évidemment, preuve de réussite ou d'échec, preuve de je suis quelqu'un qui fait attention versus quelqu'un qui se laisse aller. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que le problème n'est pas la comparaison. La comparaison, c'est pas toujours problématique. Parfois, elle peut même être utile. Vous pouvez voir quelqu'un qui prend soin de son sommeil et puis vous dire tiens, moi aussi, j'aimerais retrouver un rythme un peu plus doux. J'aimerais peut-être un peu moins scroller dans mon lit sur les réseaux. Ouais, c'est vrai que ça serait intéressant à observer. Vous pouvez peut-être voir quelqu'un manger avec plus de liberté et puis vous dire bah ouais, tiens, c'est possible d'avoir un peu moins peur des aliments. Ouais, c'est cool. J'aimerais cheminer en ce sens. Vous pouvez aussi voir quelqu'un respecter sa faim, ses sensations alimentaires, et puis vous dire, tiens, moi aussi, j'ai à cœur de réapprendre à m'écouter. Dans ces cas-là, la comparaison peut ouvrir une possibilité. Elle peut inspirer, elle peut donner une direction, mais elle devient douloureuse quand elle se transforme en hiérarchie.
pour vous prendre les exemples, c'est plus « Ah, cette personne fait différemment », c'est « Cette personne fait mieux, donc moi, je fais mal ». C'est plus « Tiens, c'est vrai que son corps, il est différent du mien », c'est « Son corps vaut plus que le mien, son corps est mieux que le mien ». Et donc, en fait, c'est quand on transforme malgré soi la comparaison qui s'invite en nous, non plus comme un repère, mais comme un verdict. Deuxième point fondamental, notre cerveau ne choisit pas toujours des points de comparaison réalistes. C'est-à-dire que notre chou de cerveau ne nous compare pas à une diversité de corps, qui pourtant existe dans la vraie vie. Il ne nous compare pas à une moyenne humaine, qui pourtant existe dans la vraie vie. Il ne nous compare pas à des personnes qui ont notre histoire, notre génétique, notre niveau de stress, notre niveau de revenu, notre sommeil, notre passé de régime, notre santé, notre environnement, nos contraintes économiques, notre charge mentale, notre rapport au corps, notre parcours au fond. Non, souvent il choisit une cible assez spécifique, la personne la plus mince de la pièce ou des réseaux, la personne qui a l'air de manger le plus sainement, celle qui a perdu du poids récemment, celle qui semble ne plus grignoter, qui semble, bien sûr. La personne qui refuse le dessert avec une facilité apparente, et puis on se dit, bah tiens, ça doit être tout le temps comme ça chez elle. La personne qui poste sur les réseaux une assiette parfaitement équilibrée et qui semble nous dire, en tout cas on l'interprète comme ça, que c'est souvent comme ça qu'elle mange, et ça a l'air tellement facile et tellement chouette et tellement plaisant. La personne qui fait du sport 5 fois par semaine en moyenne. La personne qui, de l'extérieur, semble avoir exactement le curseur de contrôle qu'on aimerait avoir dans notre vie à nous. Et il nous place juste à côté de ça, sans contexte, sans histoire, comme si deux corps pouvaient être comparés hors de leur biologie, comme si deux comportements alimentaires pouvaient être comparés hors de leur fonction, comme si deux assiettes pouvaient être comparées sans tenir compte de leur faim, la satiété, le stress, les habitudes, le cycle menstruel, le sommeil, les émotions, le passé alimentaire, le niveau de restriction, le niveau de plaisir, le contexte social. Et donc, by design, c'est une comparaison injuste dès le départ. Un comportement n'a de sens que s'il est relié à un contexte, et a fortiori le comportement alimentaire, bien entendu. Si je vais un peu plus loin pour essayer de vous illustrer tout ça, une personne qui mange relativement peu à midi n'est pas forcément plus disciplinée. Peut-être qu'elle a moins faim. Peut-être qu'elle a très peur de manger. Peut-être qu'elle a pris un méga petit déjeuner à 10h30. Peut-être qu'elle est en restriction. Peut-être qu'elle est stressée, elle a une présa à 14h et elle a l'appétit coupé. Peut-être qu'elle a une rupture ou une maladie ou un rythme différent. Même chose, une personne qui reprend du dessert n'est pas forcément sans contrôle. Peut-être qu'elle a encore faim et que son déjeuner n'était pas assez consistant pour elle. Peut-être qu'elle a envie plus de se faire plaisir et de prolonger ce moment de joie, de convivialité. Peut-être qu'elle se fout la paix, qu'elle a une relation un peu plus flexible à la nourriture. Au contraire, peut-être que pour elle, en fait, c'est son fameux cheat meal, là, son cheat dessert de la semaine. Ou peut-être tout simplement qu'elle a appris à ne pas faire du dessert un événement moral. Or, la comparaison adore simplifier. Elle prend une image et elle en fait toute une histoire. Elle voit une assiette, elle invente une personnalité complète. Elle voit un corps, elle invente « ouais, ça c'est de la discipline hein. ». Elle voit une perte de poids et elle invente une story de réussite. Elle voit une routine et puis elle invente une supériorité, une capacité à tenir sa routine tous les matins. Mais en consultation, puisque le but, c'est aussi de traverser les miroirs dans ces moments-là et dire ce qu'on n'arrive pas à percevoir directement, eh bien, ce qu'on apprend très vite en consulte, c'est que l'extérieur ne dit pas tout. Le pro de santé, il est là pour nous faire réaliser que, à travers des questions d'exploration, bah ouais, est-ce qu'on est sûr de ce qu'on se dit vraiment là ?
devant une assiette bien ordonnée comme il faut, peut y avoir de la peur. Derrière un corps socialement valorisé, il peut aussi y avoir une grande souffrance. Ou pas, bien sûr. Derrière une perte de poids valorisée, il peut y avoir une relation à la nourriture qui se rigidifie. Il peut y avoir aussi un mental épuisé par le trop-plein de règles alimentaires, juste derrière une personne qui a l'air de gérer, entre guillemets. Et bien sûr, il y a aussi quelqu'un qui peut aller très très bien et qui a, qui a quelques règles alimentaires et qui va très bien et qui a réussi à faire une mayonnaise qui prend, entre guillemets, avec tout ça. Donc voilà peut-être une phrase à garder de ces développements. La comparaison compare rarement deux réalités complètes, elle compare un extrait avec une totalité. Nous, on compare notre expérience complète, parfois douloureuse, à quelque chose qui se passe en surface. Et évidemment, notre expérience à nous perd souvent parce que le match est truqué dès le départ. Et c'est précisément comme ça que la comparaison est voleuse de notre joie. Vous étiez en train de manger tranquillement, vous étiez en train de vivre, vous étiez en train de choisir un petit truc bon pour vous, vous étiez peut-être en train d'habiter ou de traverser votre moment tranquillement. Et bam, la comparaison arrive, elle vous met un classement, là où à la base il y avait une expérience, je suis en train de manger tranquillement. Elle met une hiérarchie là où il y avait une curiosité, peut-être une différence, et elle met une menace là où il y avait peut-être juste un repas à vivre, à traverser. Et là, on n'est plus dans l'exploration de tiens, est-ce que j'ai faim? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que ça me convient? Comment je me sens là au niveau du rassasiement? Tiens, est-ce que c'est en continuant le repas que je continuerai à prendre soin de moi ou est-ce que c'est en arrêtant ce repas que je continuerai à prendre soin de moi? Bah là, on est plutôt un peu binaire. Est-ce que je fais mieux ou moins bien? Est-ce que mon corps est mieux ou moins bien? Est-ce que mon assiette, elle est assez correcte, entre guillemets, elle est chartée? Est-ce que je suis en train de faire de la merde ou pas, quoi? C'est un peu ça. Et quand on est dans ces élucubrations, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est le terme qui vient, eh ben, on quitte un petit peu le repas et on se met dans le regard posé sur notre repas. Et parfois même quand personne ne vous regarde réellement, on est dans ce que j'appelle le regard imaginé. Ce regard intérieur qui commente, qui surveille, qui, qui semble nous dire, bah tiens, est-ce que j'ai encore de la valeur dans le regard des autres, voire dans mon propre regard? Et scoop, tant qu'on est occupé à se poser ce genre de questions, eh bien, on quitte l'expérience du moment présent, ou en tout cas, on la met un peu plus à distance, on se met en mode surveillance. Et la joie du lien, du goût, de la conversation, de la spontanéité, même de la connexion, devient moins disponible. C'est pour ça qu'après, on se dit, ouais, bah en plus, j'ai même pas profité, quoi. J'ai passé mon temps à essayer d'optimiser les choix, à essayer de rattraper mes conneries, Ouais, j'ai même pas profité. Parce qu'une partie de nous était en train de chercher des signes d'alerte, de danger. Donc à retenir, pour cette partie, la comparaison est une voleuse de joie parce qu'elle active la menace, le danger si vous préférez. Elle transforme les différences en hiérarchie. Elle peut nous couper de nos signaux internes. Elle peut, rabougrir notre expérience et nous éloigner du lien vivant avec les autres et avec soi. Bon, ça fait un petit moment que vous m'écoutez, chers auditoristes, et moi je dis qu'il est temps de reposer nos cerveaux et de faire une petite pause. Petite pause, je sais pas, dans un élément naturel. Voilà. Petite minute pour reposer les neurones tranquillou, adoucir notre regard et puis après tout, faisons une pause. Qu'est-ce qu'on risque?
On a fait une petite pause, ça fait du bien. Important de pouvoir marquer le temps, mettre une césure dans nos journées. Pouvoir s'octroyer ça, ce petit temps de repli, ce petit temps de respiration. Voilà. Allez, on va continuer avec cette deuxième partie, parce que c'est bien mignon tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait de ces pensées de comparaison qui arrivent malgré soi, puisque vous n'êtes pas 100% maso, vous n'avez pas choisi d'avoir des pensées de comparaison qui vous arrivent dans la tête comme ça. Alors déjà, l'objectif de cette partie, c'est pas forcément de se dire ouais, je dois vraiment arrêter de me comparer, déjà parce que ça marchera pas, et ensuite parce que cette phrase même risque juste de créer une nouvelle flopée de comparaison. Genre les personnes un peu mûres, les personnes un peu évoluées, elles se comparent pas, quoi. Et moi, je me compare encore, j'en suis encore là, à l'âge que j'ai, intellectuellement, quoi. Je suis encore à comparer mon corps, à me dire, ah, tiens, mon assiette, les féculents, la salade. Vraiment matrixé par la diète culture, quoi. J'en ai marre. C'est bien compréhensible, hein. Moi aussi, j'en ai encore plein des pensées de comparaison. Et puis, je suis là, je me dis, putain, mais t'en es encore là, quoi. Sérieusement, quoi. J'ai 40 000 formations pour toutes ces histoires-là. Et puis, t'as quand même des trucs qui s'activent, là. Tu vas pas dépasser ça, quoi, une bonne fois pour toutes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand la comparaison est déjà là? Quand on voit l'assiette de quelqu'un, de notre voisin ou sur les réseaux, quand on tombe sur une photo ou sur une vidéo, tiens, ouais, voilà, on a le même âge et on n'a pas du tout le même corps. C'est quoi ce bordel? Quand on entend un commentaire non sollicité sur le poids, sur notre poids ou sur le poids de quelqu'un d'autre. Et puis, tout simplement, quand une pensée du type, bah ouais, ce que je fais, c'est pas assez, ce que je suis, c'est pas assez. Une pensée comme ça revient. L'objectif, c'est d'apprendre à repérer la comparaison quand elle apparaît, à ne pas la croire automatiquement et à choisir une réponse qui prend soin de vous plutôt qu'une réponse qui vous punit. Ce que vous pouvez faire, en tout cas ce que je vous invite à faire, c'est de nommer ce qui se passe. Parce que quand la comparaison est fusionnée à nous, elle ressemble à une vérité. En acte, en thérapie d'acceptation et d'engagement, on travaille beaucoup sur cette capacité à voir une pensée comme une pensée et pas comme un ordre, un verdict définitif, une vérité absolue, quoi. C'est ce qu'on appelle la diffusion. On défusionne de nos pensées. Donc, au lieu de dire « Ah, ouais, je suis moins bien », vous pouvez essayer de vous dire et de vous redire « Je remarque que mon cerveau me compare ». Ou encore « Tiens, voilà le mode classement, le mode hiérarchie qui revient. Ah, ça faisait longtemps ». Ou encore « Tiens, je me surprends en train d'avoir la pensée que mon corps vaudrait moins que. » Vous pouvez dire ces phrases dans votre tête ou à voix haute. Je trouve que ça va mieux à voix haute. Ça permet vraiment de les sortir de soi. Ça crée une petite distance. Et parfois, une petite distance suffit à ne pas partir automatiquement dans le vieux scénario catastrophe. Ça fait une sorte de pas de côté. Note pour plus tard, une pensée de comparaison n'est pas une preuve, c'est un événement mental qui vient dans votre tête sans que vous l'ayez vraiment décidé. Le premier job, c'est de voir que ça vient dans votre tête, sans que vous l'ayez vraiment décidé. Oh, tiens, j'ai ce truc qui s'invite dans ma tête là. Le simple fait de se dire ça, c'est de faire un pas de côté. Deuxième piste, demandez à votre cerveau à qui il vient de vous comparer. Est-ce que c'est à une personne plus mince, comme on l'a vu? Est-ce que c'est une personne qui a perdu du poids, une personne qui mange moins, une personne qui semble plus détendue avec la nourriture, à une personne ultra sportive, à une ancienne version de vous? Pourquoi pas? Tiens, voilà, moi, j'ai en tête mes années CrossFit de 2012. Voilà, j'avais pas d'enfant à charge dans le quotidien. J'étais dans mon premier CDI, je faisais du CrossFit 5-6 fois par semaine, je découvrais ça, j'étais un des premiers en France à découvrir cette discipline et bah voilà, j'étais super fité là, machin, bah voilà, peut-être que
aujourd'hui, quand je fais du sport, quand je vais à la salle, peut-être que, tiens, il y a une réactivation de cette ancienne version de moi qui se produit, malgré moi. Est-ce que c'est une version imaginaire de vous, tiens, allez, on projette, qui pourrait tout faire parfaitement, ne pas avoir de fatigue, être super cool quand elle rentre du boulot, avoir envie de se faire à manger comme tous ces gens qui ont des pouvoirs magiques et qui sont pas fatigués à 19h30 quand ils rentrent, et c'est super, qui ont plein d'idées, qui mettent les trucs au four, qui mettent des brocolis vapeur, qui mettent des petites graines de sésame par-ci par-là, qui font snacker leur tofu en moins de 2. Waouh, c'est génial. Est-ce que c'est cette cible-là? Et puis ensuite, peut-être vous demander, tiens, est-ce que cette cible, elle est juste? Est-ce que cette cible, je connais vraiment son histoire? Est-ce que je connais sa relation à la nourriture? Est-ce que je connais, là encore, sa faim, ses sensations alimentaires, son niveau de stress, son management toxique, ses antécédents de régime, sa santé mentale? Est-ce qu'elle a des douleurs de fibromyalgie qui l'empêchent de dormir? Est-ce qu'elle a subi une opération? Elle a quoi comme contrainte? Elle a 0, 1, 2, 3 ados à la maison? Sa génétique? Son contexte de vie? Très souvent, la réponse est non. Ça veut juste dire que je ne peux pas tirer une conclusion sur ma valeur. Ça veut juste dire que je ne peux pas tirer une conclusion sur ma valeur à partir d'un fragment de sa vie à elle. Ou d'un fragment plutôt de ce que je me dis de sa vie à elle. Je reprends un exemple. Vous êtes au resto, votre ami prend une salade et vous prenez un plat de pâtes. La comparaison peut vous dire, tiens ouais, elle est plus raisonnable que moi. Mais si vous prenez le soin d'identifier la cible et le contexte, vous pouvez répondre « Je ne sais pas pourquoi elle a pris une salade. » Après tout, c'est son choix. Peut-être parce qu'elle en avait envie. Peut-être qu'elle n'a pas très faim. Peut-être moins faim que moi. Peut-être qu'elle l'a mangé avant. Peut-être qu'elle est dans le contrôle. Peut-être que c'est juste son choix, là, maintenant, tout de suite. Puis moi, j'ai le droit de revenir à ma faim, à mon envie, à mon besoin du moment. Voilà, l'idée, c'est un peu de benchmarker les pensées de comparaison, de les mettre sur le grill si vous préférez, et de ne pas les laisser transformer une image en verdict absolument vrai. Troisième piste, revenir aux signaux internes. Particulièrement important dans tout ce qui concerne notre rapport à l'assiette, revenir au corps. Parce que la comparaison nous tire vers l'extérieur. Elle part de l'extérieur et elle nous tire vers l'extérieur. Et t'as vu ce que fait cette personne? L'herbe est plus verte ailleurs. Tends vers ça. Regarde ce que les autres font. Regarde ce que les autres mangent. Regarde ce à quoi les autres ressemblent. Comment les autres contrôlent. Regarde ce que les autres réussissent. Inspire-toi de ça pour faire pareil. Or, on vient de le voir avec cette histoire de fragments d'images qu'on interprète. Comparaison n'est pas raison. Revenir à soi, ça a l'air un peu conceptuel. Ça peut être des questions toutes simples. Est-ce que j'ai faim, j'ai pas faim? Comment je me sens? De quoi j'ai besoin? De quoi mon corps a besoin là maintenant? Qu'est-ce qui serait suffisamment ajusté pour moi dans ce contexte-là? Le mot suffisamment, je l'utilise à dessein et je l'aime beaucoup dans ce contexte parce que ça signifie quelque chose qui est pas voué à la perfection, à l'idéal. C'est pas pour se coller aux recommandations du dernier livre de nutrition ou dans n'importe quelle vidéo de routine alimentaire. Voilà, suffisamment ajusté. Il y a ça me rappelle cette expression la mère suffisamment bonne. Winnicott, c'est ça. Être une personne ou en tout cas faire des choix suffisamment bons pour soi, plutôt. Voilà. Bien sûr que le choix alimentaire, il dépend des besoins du corps, mais aussi du contexte. Vous pouvez avoir faim et être fatigué, et être stressé, et avoir peu de temps pour manger, et être en même temps chez des amis, et ne pas avoir accès au repas idéal, peut-être même quand vous êtes en déplacement, et avoir, ce jour-là, besoin d'un repas plus réconfortant que les autres. #SPM. Vous pouvez avoir besoin d'un repas qui vous tient encore, parce que vous n'aurez pas la possibilité, dans votre job, de prendre une collation tranquillou posée à 16h30.
Donc revenir aux signaux internes, c'est revenir à cette question dans mon corps, dans ma vie, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'aiderait à prendre vraiment soin de moi? Parfois, prendre soin de soi, c'est ajouter un féculent parce qu'on a faim. Parfois, c'est prévoir une collation parce que des fins de journée seront difficiles. Donc, quand la comparaison dit bah, cette personne mange moins que toi, la réponse comportementale pourra être oui, peut-être, et moi je vais vérifier ma faim à moi. Quand les pensées de comparaison disent il ou elle a plus de contrôle que toi, la réponse peut être ben peut-être, mais moi je cherche de la régularité plutôt que du contrôle. Et quand la comparaison dit tu devrais compenser, parce que là tu as trop mangé, la réponse ça peut être je vais voir au prochain repas parce que mon corps a besoin de régularité et de sécurité. Enfin, dernière piste, last but not least, j'ai envie de vous dire, quand la comparaison active la honte, on ne sort pas de la honte avec un fouet. On ne sort pas de la honte en se disant t'es ridicule de te comparer, tu devrais quand même être au-dessus de ça, hein. Ah, t'es vraiment trop fragile, hein. Ah, tu fais tout un drame pour une assiette. Oh, puis ça va, hein, t'es blanche, t'as un bon salaire, t'as pas de gros problèmes, donc arrête de pleurnicher, quoi. Là-dedans, ce qui est important à voir, c'est qu'il y a déjà un inconfort ou un côté désagréable dans la comparaison. J'insiste, hein, dans la comparaison qui n'est pas inspiration et comparaison cool pour aller vite. Et puis ensuite, il y a l'inconfort, voire la douleur de se juger, de ressentir cet inconfort de comparaison. La compassion, qui pourrait être traduite comme la capacité à pouvoir se traiter soi-même comme on traite son ou sa meilleure amie, ça peut commencer par voilà, j'ai quelque chose qui est difficile à vivre pour moi. Je suis en train de me comparer, c'est difficile pour moi en fait. Ça active l'idée ou l'image que je fais pas les choses bien ou que c'est pas assez, quoi. Et tiens, si je restais avec moi dans ce moment-là qui est un peu difficile pour moi, ou beaucoup difficile pour moi, tiens, si j'avais quelqu'un qui me tenait la main ou qui m'aidait à avancer dans ce que je vis là, qui est encore une fois pas facile, quoi. Je vous renvoie à mon épisode sur la douceur. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode si vous souhaitez d'ailleurs creuser cette question de la douceur envers soi qui est vraiment pas, en tout cas pour certaines personnes, qui est pas un réflexe, quoi, même, même un gros mot pour certains, certaines d'entre vous. Je ne, je ne dirai pas de non, bien sûr. Donc voilà, encore une fois, vraiment, amusez-vous à distinguer, enfin amusez-vous, je parle vite là, mais en tout cas, observez si c'est plutôt une pensée de comparaison inspirante plutôt qu'une comparaison qui attaque. Toute comparaison n'est pas forcément destructrice. Parfois, voir quelqu'un faire quelque chose, ça peut même autoriser à ouvrir des possibles, voilà, peut-être vous voyez manger quelqu'un avec souplesse, sans prise de tête, vous dire moi aussi j'aimerais avancer vers plus de liberté alimentaire, c'est cool, c'est inspirant ce qu'elle fait cette personne, quoi. Ou peut-être que vous voyez quelqu'un qui dans vos proches, dans votre entourage, votre groupe de copines qui est vraiment bienveillante avec leur propre corps. Ben, peut-être que vous vous dites ben ouais, j'aimerais moi aussi apprendre à me parler autrement, ça me parle, ça m'inspire. Pour aller un peu plus loin, une comparaison qui inspire, elle laisse généralement un petit peu d'air. Elle vous dit en gros, c'est cool, tu peux faire comme cette personne, mais genre plutôt, tu peux si tu veux. C'est une option possible. C'est pas un devoir à faire, sinon t'es vraiment nul. Hein, c'est important de discriminer, de regarder en quoi c'est différent. Pour terminer, j'aimerais vous parler d'un petit outil très rapidement qui peut être utile si vous êtes coincé dans ah bah c'est bien joli Charles, mais la comparaison, moi c'est H24, 7 jours sur 7. La semaine dernière, j'ai publié dans ma newsletter sur Substack un outil qui aide justement à trier, à observer, à comprendre et à agir de manière suffisamment bonne pour soi, je le redis. Il s'appelle les cercles de l'engagement. C'est en gros un diagramme à 4 cercles et ça vous permet en un instant de voir où vous en êtes. Votre historique pour ce contexte, même d'où il vient, et bien sûr les moyens d'aller de l'avant. C'est un outil qui est assez simple, qui tient sur page A4, qui est assez facile à faire. Vraiment, bon, si vous êtes pro de santé aussi,
Je vous invite aussi à le consulter, mais cet outil, il est d'abord conçu pour le grand public. Je vous ai mis le lien du post en description. Je précise que l'introduction et les 2/3 du post, voire les 3/4, sont en accès libre et puis les PDF téléchargeables sont en version payante. Vous pouvez vous abonner au mois ou à l'année si vous souhaitez soutenir mon travail. Voilà, clap de fin de cet épisode de retour de Dans la poire. J'espère qu'il vous a aidé dans vos cheminements comparatifs. Moi, ça m'a fait du bien de me remettre derrière le micro, d'être dans le partage à nouveau, dans ce format que j'apprécie. Audio. Faire la radio dans sa chambre, comme je disais. Dites-moi si vous avez des pensées de comparaison et en quoi elles vous empêchent d'apaiser votre rapport à l'alimentation. Vous pouvez le dire. Je crois qu'il y a des commentaires que vous pouvez faire sur la plateforme Spotify si vous êtes sur Spotify. Sur Deezer, c'est pas encore le cas. Sur YouTube, vous pouvez. Et bien sûr, sur Apple Podcast. D'ailleurs, si vous l'écoutez sur Apple Podcast, vous devez... J'y vais. Vous devez me laisser 5 étoiles et un avis sincère. Hein. Le podcast est autour d'1 million d'écoutes à ce jour et vous êtes 99,89% à ne pas avoir laissé d'avis sur la plateforme. Je sais que ça fait saut 2020-2022 de demander un avis, mais 6 ans après la création de ce podcast, moi je crois que j'ai besoin d'encouragement renouvelé pour filer sur cette 7e année. Voilà, c'est dit. Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la poire.